Aujourd'hui chapitre 1, résistance et mon corps. Dans l'atelier la lampe brille, la plaque d'essai attend de résistance en série. La tension se répartit lentement. R1 plus R2, on additionne. La loi d'Ohm nous guide, était la même partout. La tension suit la ride. Ne mangez rien ou je vous battrai violemment. Grand boa, noir, marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc, voilà. Chiffre zéro, bague alignée, la valeur se lit comme ça. Or pour 5%, argent pour 10%, la tolérance on la voilà. En parallèle la tension reste, l'intensité se partage. Heure équivalente descend, la plus petite mène la charge. Produit sur somme pour deux, inverse des inverses pour plus. Calculette prête, on calcule, on vérifie, on s'amuse. Pont de Wheatstone, équilibre en croix. Si les tensions se valent, le courant s'en va, il n'y a pas de voie. Ajuste la variable, cherche l'égalité. Le zéro entre les milieux te dira la vérité. Ne mangez rien ou je vous battrai violemment. Grand boa, noir, marron, rouge, en jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc, voilà. Chiffre zéro, bagues alignées, la valeur se lit comme ça. Or pour 5%, argent pour 10%, la tolérance on la voilà. Soit 80 et 20 sous 10 volts, en série on a 100. UR1 igual 8 volts, UR2 égale 2. L'intensité c'est 0 ampères, tout est net. En parallèle la même tension, R équivalent à 16. It égale 0, Station de 5K, R2 reçoit 0,5K. La démonstration est précise. ne mangez rien ou je vous battrai violemment. Grand boa, Noir, marron, rouge, au jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc, voilà. chiffre zéro, bague alignée, la valeur se lit comme ça. Or pour 5%, argent pour 10%, la tolérance on la voilà. Prépare ta calculette, prends ton multimètre. On monte, on mesure, on vérifie et on répète. Licence en poche, on apprend en chantant. Technique pratique et l'examen en souriant. Ne mangez rien ou je vous battrai violemment. Grand boa, noir, marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc, voilà. Chiffre zéro, bague alignée, La valeur se lit comme ça. Or pour 5%, argent pour 10%, la tolérance on la voilà. Bienvenue sur le cours de F6 KGL et ce soir nous allons voir donc la deuxième partie du chapitre 1 et on va parler des résistances. Donc on va voir ce que c'est qu'une résistance et on va aussi parler de leur montage. On va voir ce que c'est qu'un montage de résistance et à quoi ça peut servir. Alors, premièrement, donc je rappelle, la résistance, c'est un des 4 éléments de mes lois d'Ohm et de Joule, hein, la résistance. Alors, la résistance, c'est donc le composant qui va résister au passage du courant. Et il va plus ou moins résister en fonction de sa résistance, donc la valeur en ohms. Et donc on a des petits composants qui s'appellent des résistances. Voilà, il y en a un schéma ici d'une résistance. Et les fabricants, plutôt que d'utiliser un nombre qui serait peut-être pas très lisible
sur le composant, ils vont utiliser un code couleur. Ce code couleur, on va voir, il est valable pour les résistances, mais aussi, par exemple, pour les condensateurs. Donc, chaque couleur va donner une information sur la valeur de la résistance. Les résistances standards, je dirais, sont codées sur 3 couleurs, 3 bagues. Alors, la plupart du temps, il y a une 4e bague, mais on va voir, ça ne sert à rien en fait. Elle est juste là pour donner une information complémentaire, mais elle ne va pas donner la valeur de la bague, de la résistance. Donc on a 3 bagues. Vous remarquez quand même qu'il y a un système de détrompage, parce que sinon on peut la prendre dans un sens ou dans l'autre, et du coup, ça ne donne pas la même valeur. Donc les valeurs de résistance, elles commencent en fait très proche du bord là. Et la tolérance, elle est à l'autre bout, et là on voit bien que c'est séparé. Alors là, c'est peut-être pas encore suffisamment séparé, mais dans les vraies résistances, l'écart ici entre les deux est encore plus important. La bague, c'est vraiment une toute petite bague, alors que là, c'est une grosse bague, je dirais. Et donc, c'est de la peinture qu'on met que le fabricant a mis sur la résistance. Donc, il y a 3 bagues pour coder une valeur. Les 2 premières bagues, ici, donnent les 2 premiers chiffres de la résistance. Ok. La 3e bague, elle va donner le nombre de zéros qui suit les 2 premiers chiffres. Donc c'est ce qu'on va appeler le multiplicateur. Voilà, donc une fois, et alors après, il faut connaître pour l'examen à quoi correspond ici le bleu. Alors je pense que c'est un marron sans être certain. Et ici le rouge, mais j'en suis pas certain non plus. Après le tout c'est de savoir... Moi, je dirais mais bon, en orange. Mais à l'examen, d'après ce que j'ai vu, c'est marqué. On marque les couleurs. Voilà, on marque les Moi, couleurs. je suis daltonien. Ah, ben c'est exactement, c'est fait pour ça. D'accord. C'est fait pour les daltoniens. Et puis même, de toute façon, des fois, enfin, entre un orange, un marron ou un jaune, des fois... marron, jaune, oui. Ouais, c'est rouge-orange aussi. Ou rouge-orange, voilà. Des fois, c'est pas aussi évident que ça. Donc, pour éviter ce problème-là, l'ANFR indique la couleur en plus sur la question d'examen. Sûr, systématiquement. Systématiquement. Moi je teste quand même à l'ohmmètre. Oui, voilà. Non mais ça permet comme ça tout au moins de dégrossir quand on a une grosse boîte de résistance et qu'on cherche dedans, c'est quand même plus facile. Il faut avoir une lunette avec des visières. Alors déjà, voilà, il faut avoir une loupe pour trier les résistances, mais une fois qu'on l'a trié, il vaut mieux quand même s'assurer à l'ohmmètre qu'on ne s'est pas planté et qu'on a bien lu le bon code couleur. Ouais, mais là, l'ohmmètre, c'est pas facile à vérifier la résistance qui est à l'affichage, là, tu vois. Bah, ça dépend après. Oui, sur le papier, ouais. Si tu mets un ohmmètre ici, là, ça va pas être facile à mesurer. Et donc, ma dernière bague, là, ici, qui des fois n'existe pas, mais là, dans pas mal de résistances que je vais vous montrer tout à l'heure, cette 4e bague existe. Ça, c'est la bague dite de tolérance. C'est-à-dire que le fabricant, il vous dit, eh ben ça, c'est plus ou moins précis. Quand il n'y a pas de bague, ça veut dire que la tolérance est de 20%. Et donc 20%, c'est 20% plus ou en moins. Donc c'est plus ou moins 20%. Plus ou moins 20%. Donc c'est assez pifométrique quand même. Hein. Si j'ai une bague or, là, la tolérance est de 10%. C'est un peu mieux. Mais voilà, c'est 10%. Et la bague argent, c'est quoi? 5. C'est... Ah oui, d'abord c'est l'or et après c'est l'argent. C'est débile, mais c'est comme ça. Voilà. Je crois que c'est comme ça. Enfin, tout moi, on va vérifier. La tolérance. Or 5%. Ah non, c'est l'inverse. Or 5%, argent 10%.
Ah, c'est mieux. C'est plus logique. Non, c'est pas une question de logique, c'est ce que j'avais appris moi depuis, Ah bah voilà. depuis bon. tout môme. C'était Bon, donc ma tolérance qu'on va voir encore, qu'on va revoir après, il n'y a aucune question sur la tolérance. En revanche, toutes les bagues présentées dans les questions ANFR, systématiquement, il y a 4 bagues, il y a la bague or de tolérance, histoire de vous perturber. Et quand la bague dorée, elle est entre les deux premiers chiffres. C'est pour la virgule. Ah, alors on va voir, c'est des trucs un peu particuliers. Bon. Donc voilà. Alors donc bien faire attention dans le sens de lecture, mais ça c'est quand vous choisissez, quand vous lisez les valeurs des résistances sur les résistances, donc il faut la mettre dans le bon sens. Et dans les questions d'examen, les 3/4 du temps, elles sont verticales. Donc on commence par le haut, enfin le haut, et on descend comme ça. On les lit de haut en bas. J'en ai vu une seule fois où elle était inversée. C'est-à-dire qu'il fallait la lire de bas en haut. Voilà. Ça, c'est peut-être le piège. Mais je l'ai vu qu'une seule fois, ça. Donc je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup, et je pense qu'elle a été retirée entre-temps. Et puis j'en ai vu aussi quelques-unes où c'était de gauche à droite, mais évidemment on pourrait aussi très bien imaginer de droite à gauche. Voilà, donc il faut faire juste attention à ça, le sens, mais je dirais que 99%, on va dire, des résistances représentées, on les lit de haut en bas, donc c'est relativement, c'est naturel quoi. Ce code couleur de résistance, le voilà. Donc le noir correspond à 0, le marron à 1, le rouge à 2, orange à 3, jaune à 4, vert 5, bleu 6, violet 7, gris 8 et blanc 9. Et alors soit vous apprenez les couleurs comme ça et les chiffres, et sinon il y a une méthode mnémotechnique. Moi je vous propose une phrase, mais tout le monde a des phrases différentes. Donc vous prenez celle que vous voulez, je m'en fous, moi je vous propose celle-là. Elle me va bien parce que, enfin on va voir, mais sinon il y en a énormément. Donc voilà, vous prenez celle que vous voulez, après ça ne me dérange pas. Donc la phrase, et évidemment chaque chaque initiale de mot correspond ici à la couleur. Donc en fait il suffit après de réciter cette phrase et de compter sur ses doigts, et ça permet comme ça d'avoir la valeur de la résistance. Attention, on commence par le 0 et pas par le 1. Donc ne commencez pas à compter sur vos doigts avec le ne. Il faut commencer à compter avec les doigts à partir de manger. Sinon ça marche pas. Pas manger son doigt. Sinon on mange son doigt. Donc la phrase c'est ne mangez rien ou je vous battrai violemment grand boa. Voilà. Alors pourquoi ça? Parce que violemment avec violet, parce qu'évidemment il y a deux V, hein. Il y a le vert et le violet. Donc violemment avec violet et vous avec vert. Bon, voilà. Donc moi il y a le détrompage ici, et il y a aussi deux B. Je vous battrai, et qui donne le bleu, et boa qui donne le blanc. Alors vous dire comment je reconnais les deux, le blanc c'est le dernier. On remarque quand même que ça commence par le noir, ça finit par le blanc. Juste après, ici, il y a le marron qui n'est pas réellement une couleur, et le gris qui n'est pas vraiment une couleur. Et ici, c'est dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel, à peu près. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Voilà. C'est dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. Violet, Voilà. Donc, jaune.
Alors ce que je vous propose, parce qu'il y a systématiquement 2 questions à l'examen sur le code couleur, des résistances, il y a 2. Ah, bon, on a toutes les choses. Voilà, donc c'est des points, je pense, qui sont faciles à récolter. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre en haut sur votre feuille de brouillon, pendant que l'examinateur prépare le PC, vous commencez par écrire votre... Alors pas la phrase complète, mais vous mettez juste les initiales, ça vous suffit. Et en dessous, les chiffres. Enfin, en dessous ou à côté, je ne sais pas comment vous allez mettre, les chiffres. Comme ça, vous allez avoir cette table de code couleur sous les yeux. Et vous ne stresserez pas quand vous aurez la question en me disant « bon, il faut que je compte sur mes doigts, etc. etc. » Ça vous évite de compter sur les doigts. Donc là, par exemple, pour cette jolie résistance, ici, ça c'est un marron, ici un noir, ici un orange. Non, c'est du rouge, ça. Oh, tu commences pas, toi. C'est un orange. C'est marqué 3. Donc ça peut être qu'un orange. Et ça, c'est l'or, donc c'est du 5%. Alors, juste un truc. Une valeur ne peut jamais commencer par un noir. On commence jamais par 0. C'est vrai, ça. D'accord? Donc, le chiffre, enfin, comme il y a 2 chiffres significatifs, on commence par toutes les couleurs, sauf le noir. Exception. Il y a une résistance qui s'appelle la résistance 0 ohm, qui en fait n'est pas une résistance. C'est parce que c'est les machines qui montent des résistances, on leur met une résistance 0 ohm, et ça, comme ça leur permet de monter un strap. C'est-à-dire un raccord entre 2 pistes. C'est la seule exception, c'est la résistance 0. Mais qui est pas une résistance en fait. Qui est là parce que les machines à monter les composants, elles ne savent pas monter un strap. Enfin, tout au moins, elles savent le faire, mais ça serait un outil complémentaire et donc ça coûterait cher. Et donc on préfère mettre une résistance qui n'est pas une résistance. Mais ça a la même forme. Ah oui, Ouais. pour La que machine, ça... Mais ça, Ben, la machine, elle s'en fout. on s'en fout. On lui a dit de prendre ça. On dans lui le a dit de clavier, prendre là. ça, donc... Elle le prend et puis elle le met là. où voilà, il faut. c'est la bonne forme, ça lui va bien, donc elle est très con la machine. Donc voilà, On dira rien que celui qui l'a inventé. ben, c'était un fainéant. Un fainéant intelligent. Voilà, c'est ça. Donc là ici, je vous ai mis ça, enfin, ça c'est un extrait du cours, hein, donc voilà. Ici je vous ai mis une résistance 0 ohm, voilà, donc il y a juste une bague, 0. Donc ça c'est la résistance 0 ohm, le strap. Voilà. Et la bague, elle est noire alors? Bah en fait il n'y a qu'une seule bague noire, D'accord. elle est là. On n'est jamais vu. Je trouve ça assez souvent sur les circuits imprimés de poste de radio. Quand ils sont tous les sons sont bien alignés, de temps en temps, t'en as une comme ça. C'est pour les simples pistes. Ils passent Il passe, voilà, ça d'une à passe. l'autre pour Ouais. ça leur permet de croiser. Voilà, donc ici je vous ai remis la formule. Le chiffre des dizaines, évidemment je ne peux pas avoir de 0. L'unité, voilà. Et ici le multiplicateur, donc c'est le nombre de zéros qu'il y a derrière. Avec une particularité, c'est que après le blanc, qui est quand même un chiffre assez astronomique, c'est-à-dire que c'est pas des mégas, c'est des gigaohms. Je pense pas qu'il existe des résistances de gigaohms parce que c'est énorme. Les plus hautes, ça doit être dans les 50 mégots. Ouais, c'est ça. Voire Ouais. plus. Bah, c'est-à-dire qu'après, je vois pas trop le courant, il n'y a plus grand-chose qui passe. Hein. Non, c'est pour tripoter faire des Les mesures très à haute tension. oui. Ouais. Non, puis après, je pense que les très hautes valeurs comme ça, la fiabilité de la résistance. Ah bah oui, après. Ah,
Mais enfin, tout dépend de l'utilisation. Quand je tu pense regardes aussi. sur l'alimentation de tension d'un scope à tube, dans la zone haute tension, tu as des résistances comme ça, qui sont montées en série sur des supports en plastique pour éviter que ça se touche, et en plus ça part en zigzag dans ma boîte. C'est une boîte avec des chicanes comme ça en plastique. Pour éviter Et- qu'il y ait la haute tension voilà qui que se... ça se propage Ouais, ouais. d'une cosse à l'autre. Et là, crois-moi qu'elles sont... Alors, cas particulier, pour les autant. petites valeurs. Les petites valeurs, on va utiliser une bague or pour mettre un multiplicateur de 0,1. Donc imaginons que j'ai une résistance qui fasse 1 ohm. Eh bien, je vais coder marron, noir, 10 multiplié par 10, enfin multiplié par 0,1, une bague or. Et comment tu fais pour une résistance qui fait 1,8 ohms? Ah bah là, tu ferais alors 1,8, tu fais 1, 8 et 0,1. Donc marron, gris et 0,1. Et il y a des questions comme ça? Non, Ils n'ont pas le droit. non mais bon, Si on le ces sait. résistances-là, elles sont très rares. Hein. On en trouve, enfin nous, je pense que dans le domaine qui nous intéresse, on n'en trouve pas. Je crois avoir vu ça sur des multimètres. Peut-être des multimètres, ouais. Sur des épaves. Et puis après, bah, si on veut continuer, bah, il y a l'argent qui est 0,01. Et après, je pense que quand c'est des résistances, enfin, après c'est plus des résistances sous ce format-là. Après, c'est un fil que tu prends un fil qui a une certaine résistance par mètre et tu coupes à la bonne longueur et ça te fait ta résistance. Tout simplement. Hein. Alors, Mais en tout cas, c'est plus des résistances à fil comme ça. On a un autre système. c'est une plaquette isolante, soit du mica. Ouais, bah, j'en ai là-dedans. Dans Ouais, mes, qui dans est mes trucs. bobiné, Ouais, bobiné. Ouais, dans le temps, on faisait ça sur du mica Là, en l'occurrence, c'est de la bakélite que j'ai. aussi. Oui. On en arrive à la tolérance. Alors donc les résistances du commerce, donc celles qui sont vendues par les fabricants, elles ont des valeurs dites normalisées. C'est-à-dire que les fabricants se sont mis autour d'une table et ils ont défini des valeurs courantes parce que pour leur fabrication c'est plus facile. D'accord ? Et donc cette valeur normalisée, il y a différentes séries selon la tolérance. Et si j'ai une tolérance de 20%, donc dans ce cas-là, j'ai pas la quatrième bague, je rappelle. Dans ce cas-là, on est dans une série que l'on va appeler E6. Pourquoi ? C'est qu'il n'y a que 6 valeurs possibles. Bah Pour oui, passer de 10 à 100, il y a une on telle- passe de 10 à 100 avec 6 valeurs. il y a une telle tolérance entre deux valeurs Voilà. que ça C'est-à-dire que limite toutes les le autres. premier 10, ma tolérance, elle est de 20%. Donc elle va finalement de 8 à 12. Ah, oui, tout à fait. D'accord ? Ensuite, ma résistance de 15, si je fais 20% de moins de 15, ça me fait 12. Et si je fais 20% de plus que 15, ça me fait 18. Se regroupe. Après 22, bah, elle va de 18 à 27, à peu près. Voilà. Ma résistance de 33, eh ben, elle va de 27 à je sais pas combien. Je crois que c'est 52, mais sans en être certain. Voilà, donc à chaque fois, en fait, on couvre l'intégralité de la valeur des résistances. Et comme ça, on arrive à 68. Donc 68 plus 20%, ça me fait aux alentours de 80. Et du coup, ça vient reboucler ici, puisque après j'ai ma valeur 100 en fait. Hein. Et ça vient reboucler ici avec mon 10 moins 20% qui fait 8. Voilà. Donc ça, c'est la série E6. Et donc vous allez trouver dans le commerce des résistances sans quatrième bague
qui feront 10, 15, 22, 33, 47 et 68, et, et les multiples de ces valeurs, mais vous n'en trouverez pas d'autres. Ouais. Parce que les fabricants, ils sont tous mis d'accord sur ce système. Et puis, après, quand on a une tolérance de 10%, donc la bague, elle est argent, eh bien, les valeurs, elles vont s'insérer ici entre les valeurs que j'ai indiquées là. Avec la même logique. Hein. Voilà, 10%, si elle fait 10 ohms, ça va aller de 9 à 11. Et pour ma résistance de 12 ohms, plus ou moins 10%, ça va donc de 11. Alors là, c'est entre... ça fait 13,5 quoi. Ça, on la trouve dans la série E24. Et celle-là, on va la trouver dans la série E24. À ce sujet, quand tu fais des montages comme ce qui peut tomber à l'examen, ouais. Qui sont jamais aussi complexes en réalité, ouais. Est-ce que les tolérances, la tolérance finale du montage, alors voilà, ça dépend. Est-ce que ça reste les 10 ou 20% c'est mieux d'avoir des résistances ou est-ce que, or pour être. Que ça s'additionne parce que ça, j'ai jamais été mesuré, mais je me suis posé la question. Normalement, si tu prends des résistances au hasard, normalement les tolérances, elles se compensent. Ça, c'est ma loi c'est la loi de Gauss. Mais si t'as pas de chance, ça va s'écarter de plus en plus. Alors, ce que font les Russes quand ils ont, moi j'ai appris ça quand j'étais sur le terrain en Pologne dans les années 70, ils avaient des superbes multimètres, des tout petits boîtiers en plastique, avec l'aiguille suspendue, non pas sur un pivot et 2 diamants, ouais. mais 2 bandes de plastique, c'était la barre de torsion. Mais le truc était toujours tendu, et ce qui fait qu'il ne craignait pas les chocs, parce que l'aiguille, il sortait pas du rubis. Si d'accord. Deuxièmement, les résistances étaient de la série E24 et non pas des résistances de précision, et ils ajustaient avec une résistance d'une autre série en parallèle pour arriver à la valeur pile poil. Et ils avaient l'appareil était calibré, impeccable. Mais sinon, tu as la solution, après, tu sors ton ohmmètre et puis tu mesures. Hein. Voilà. On monte des résistances en parallèle et puis une série. Alors, les OM, dans le temps aussi, ils avaient une technique avec les résistances carbone, une petite lime triangulaire, on va voir. et on rabotait dessus. Et ça permettait d'ajuster la valeur de la résistance. D'ailleurs, c'est comme ça que sont taillées les résistances à couche métal. Ouais. On leur fait des spirales. On va regarder ça. On va regarder ça. Donc ça, c'est la série E24. Et puis après, plus on descend dans les tolérances, plus on est un peu embêté parce que après, j'ai pas suffisamment de chiffres significatifs. Donc à partir de E24, pour des tolérances de 2% et moins, donc pour la série E48 en l'occurrence, dans ce cas-là, j'utilise 3 bagues. 2 chiffres, enfin de chiffres significatifs, et une bague de multiplicateur, avec la même logique. Toujours pareil. Donc le dernier chiffre, c'est toujours le nombre de zéros qui suit. Voilà. Bon, tout ça, c'est du plus. Alors, sachez aussi qu'à l'examen, les réponses ne sont absolument pas des valeurs normalisées. Hein. C'est du n'importe quoi. C'est 2 bagues, mais qui sont absolument pas des valeurs normalisées. Enfin, ça peut être des valeurs normalisées, mais ça peut aussi ne pas l'être. Donc ça, c'est plus pour ceux qui bricolent. On va regarder ce que sont des résistances.
Donc là, j'en ai pas mal des je les ai sortis, j'ai des résistances à fil. Alors, à fil, elles sont là, hein, on les voit bien. Alors, je les vois bien, pas si bien que ça. Donc, je vais agrandir mon truc, mes petites photos. Et après, je vais vous les passer une à une. Donc ça, c'est des résistances à fil, traditionnelles. Et puis, il y en a aussi ici qui sont ces petits trucs-là. Ça, c'est des composants montés en surface. C'est-à-dire que les composants à fil, on soude chaque fil sur le circuit imprimé à travers un trou dans le PCB. Alors que ça, c'est la soudure, elle se fait de chaque côté. Là, chaque côté, là, il y a une bande conductrice qui permet de souder. Alors ça, enfin une petite comme ça, je vous défie de la souder. Il faut avoir un matériel adéquat. Matériel adéquat, c'est quoi? C'est une sorte de petite pâte, de la pâte. On en met un tout petit peu de chaque côté. Enfin, c'est de la colle en fait, plus que de la pâte. On en met un tout petit peu de chaque côté et on fout tout ça dans le four. Laquelle pâte, dedans, il y a de la soudure. Et quand ça passe au four, l'espèce de pâte s'évapore, il reste que la soudure et le système est soudé. Soudure plus résine. Hein. Donc c'est une soudure plus résine et quand on passe ça dans le four, voilà. La résine s'évapore avec la chaleur. D'abord elle nettoie la zone qui va être soudée. Et puis après, là. Et puis après le reste, ça fait un amalgame. Voilà. Bon, pour ces tailles-là, c'est un peu plus facile, mais il faut faire gaffe parce qu'en fait, quand on soude un côté, souvent en fait, ça se soulève. Il faut le remettre. Donc faut appuyer dessus pour que. Avec un cure-dent. Avec un cure-dent, ouais. Exactement. Donc voilà, c'est un peu sportif quand même. Hein. Propre. C'est un peu sportif, mais on y arrive. Avec un microscope. Ah oui, et puis il faut avoir une bonne loupe. Hein. Enfin, et plus le composant est petit, et vous remarquez que là, dans ce cas-là, il n'y a pas de bague, il y a un chiffre. Et ce chiffre a la même signification que les bagues. C'est-à-dire que si je vois 513, c'est pas 513 ohms, c'est 51 000 ohms. Donc le dernier chiffre là, c'est mes 3 zéros qui suivent. Ce qui se passe au four en plus, c'est que les tensions superficielles aident à mettre le composant en place. Ouais. Ah mais. Oui, mais c'est quoi? Enfin, c'est. Ce qui est difficile quand on fait avec le cure-dent. Non, mais attends, avant ils sont plus malins, ils mettent il y a un pistolet spécial, une seringue aussi, qui dépose la micro-goutte de colle cyano ou un truc comme ça. En dessous. Ouais. Pour éviter que ça. Pour stabiliser le composant. Voilà. Ouais. Et après tu te fais chier pour les dessouder parce qu'en plus. tu peux pas. C'est fait malheureusement, t'es content, t'as réussi à enlever la soudure à chaque bout. Et le truc il reste collé. Cette saleté elle est encore collée au-dessus. Bon. Donc, je vous ai mis ici. Alors, ça, c'est une planche qu'avait fait Gérard. Donc, c'est F4 FPS. Donc, il avait fait une jolie planche qu'il avait scannée avec dessus, donc une planche A4 qu'il avait scannée avec son beau scanner. Et qui est comme ça, il y avait tous ces composants qui étaient sur la même planche et en plus il avait démonté des composants. Donc je vais vous la passer. Alors Firefox, toc, il est là, ça marche. Ah ben je l'ai pas lancé. Alors tac, ça ira mieux si je le lance. Allez. Alors, c'est bon. Allez.
Ah bah ouais, c'est pas bon ça. Pourquoi c'est pas bon? J'ai 2 Firefox qui sont lancés à coup sûr. Et pourquoi il est... Ah ah, tang 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 tang. Alors pourquoi celui-là? Vas-y, lance-toi. Qu'est-ce qu'il a lancé? Ben, on sait pas trop. Alors, lancer, ouvrir avec, s'il veut bien. Ouvrir avec. Firefox. Là, je pense que ça devrait marcher. Yes! On n'est pas trop mauvais. Donc là, il y a des tas de composants que Gérard avait présentés. Donc là, par exemple, ce sont des résistances agglomérées. Donc ça, c'est des vieilles résistances, ce dont parlait Richard tout à l'heure. Ici, ça c'est de la poudre de carbone comprimée. Et ici, il y a les deux fils, bah, ça rentre dans le carbone plus ou moins. Et c'est ça qui permet d'ajuster la valeur. Le fabricant, quand il fabrique sa résistance, en fait, il y a une sorte de filetage là. Et donc, il rentre plus ou moins le fil dans la masse pour arriver à la bonne valeur. C'est tout con, mais ça marche bien ça. Donc ça, c'est par exemple les résistances agglomérées, et vous en avez de plusieurs valeurs. Alors ça, c'est selon la taille, ça va dissiper plus ou moins de chaleur. Les petites, elles vont dissiper peu de chaleur, les grosses, elles vont dissiper plus de chaleur. En gros, quart de huitième de watt. Voilà, ça doit être du huitième de watt, voilà. Et ça, je pense que c'est une 2 watts, ça. Sans être certain, mais bon, c'est 1 ou 2 watts. Là, vous avez des thermistances. Ça, c'est des valeurs, des résistances dont la valeur bouge avec la température. Ici, des varistances. Donc ça bouge avec la tension. Donc ça, c'est plutôt des composants qui sont un peu spécifiques. Ouais, pour la protection. Pour la protection. Ici, voilà, vous avez des CMS. Donc là, ça, c'est une résistance de 12 ohms en CMS. Celle-là, elle est... Alors, c'est une résistance, là, où on a des fils de chaque côté. Là, on peut les... Enfin, il y a des... L'écartement, c'est un dixième de pouce, là. Voilà. Donc là, c'est une résistance de 25 ohms. C'est marqué dessus, là. Celle-là, c'est tellement petit que... Est-ce qu'on peut le voir? Ben non, je peux pas zoomer plus, là. Donc là, désolé, il faut avoir une loupe pour pouvoir le lire, le truc. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon magasin? Ici, ça, ce sont les résistances qu'on va appeler à couche carbone. Pourquoi à couche carbone? Parce qu'en fait, ici, il y a c'est une sorte de tube en céramique. Voilà. Dessus, il y a une peinture avec du carbone comme au-dessus, sauf que là, c'est juste la couche, enfin, c'est une peinture en fait. Et comment on adapte la longueur? Eh ben, en creusant une spirale plus ou moins longue pour arriver à la valeur. Et après, on met un embout de chaque côté, et ça y est. Un coup de peinture dessus, et roule. Voilà, donc là, avec plusieurs tailles. Donc là, avec des grosses résistances, là, en l'occurrence. Là, vous avez des résistances bobinées. Donc là, bah, c'est du fil qui est bobiné. Et on bobine tant qu'on n'a pas la bonne valeur. Donc là, ils ne se sont pas embêtés, il n'y a pas un code couleur, là c'est marqué en toutes lettres. 470R, donc 470 ohms.
on vous met aussi la puissance, 7 watts, 5% la tolérance. Ah, il y a tout marqué dessus là. Normalement, elles doivent avoir une bonne tolérance, ces résistances. Ouais, mais ça vieillit mal. C'est ça le problème. Ça dépend ce qu'on leur fait subir aussi. Si tu la fais chauffer tout le temps, au bout d'un moment, le système, elle perd, sa valeur change. Alors là, je suis trop descendu. Là, j'ai des résistances qui peuvent être montées sur un radiateur. Donc 1,5 kW. Elle peut dissiper 10 watts, mais elle dissipe 10 watts si elle est sur un radiateur. Hein. D'ailleurs, il y a les pattes ici du radiateur. Mais vous le voyez, le boîtier il est en alu avec en plus des ailettes de refroidissement à l'intérieur. Ouais, il y a les petites ailettes là, on les voit. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Là, c'est une grosse résistance, la maillotche. Qu'est-ce que j'ai? Et puis un shunt. Ça, c'est un shunt de voltmètre. Enfin, en l'occurrence d'ampèremètre, le multimètre. Donc ça, c'est un morceau de cuivre. Et on ajuste la valeur de la résistance, ici, en faisant un trait de scie. C'est-à-dire, on augmente sa valeur. En fait, on augmente on augmente la résistance finalement en mettant un trait de scie. En milliohms. Et là, c'est des valeurs très petites parce que ça, c'est un shunt, donc une toute petite résistance pour faire fonctionner un ampèremètre. Et je dois en avoir un autre. Ah oui, puis là, il y a des deals. Là. Donc là, vous avez des SIL, donc des single inline, donc des résistances. Il y a 12 résistances. Voilà. Mais ça sert, voilà. Ici, le commun. Et ici, vous avez 12 résistances identiques. Ça va servir essentiellement en informatique. Mais il y en a d'autres qui sont montés... Et il y a aussi... Alors ça c'est des réseaux de résistance. Ça c'est des réseaux de résistance, ça va servir dans les multimètres, ça. Voilà. Mais enfin, elles sont toutes... elles sont déjà préparées. Hein. Qui sont généralement hyper stables. Et ça, c'est hyper stable. Et le boîtier, c'est de la céramique, bien sûr. Ouais. C'est fait pour. Voilà. Donc ça c'est cette présentation. Alors comment on revient dessus? Voilà. J'en ai pas d'autres. Non, j'en ai pas d'autres. Par contre, je vais vous montrer celle que j'ai dans ma boîte à bricolage. Alors ici j'y arrive. Et là j'en ai plein. Je vais vous les montrer. Alors, hop. Ok, alors, on va faire un petit coup. Non, dans l'autre sens. Voilà, pour montrer mes différentes. Ce que je vous ai pas montré aussi, ici on a des résistances variables. Alors, je suis. Voilà, Alors, attendez, on va se mettre. On va aller venir au fur et à mesure. Ça, c'est donc c'est un potentiomètre. Hein. Un potentiomètre ou résistance variable, comme on veut. Alors, si je peux mettre la lumière dessus, voilà, ça sera mieux. Ici, ça c'est pareil, mais ça s'appelle ajustable. Ici. Pourquoi ajustable? C'est qu'une fois qu'on a mis la valeur, le but, c'est de ne pas en changer. Donc généralement, ici, le variable, il y a la tige qui permet d'aller à l'extérieur du boîtier pour mettre le bouton, alors que ici, une fois que vous avez fait mis votre valeur, vous en bougez plus. Donc comme ça permet éventuellement, pour certains cas, quand on n'a pas des résistances super, avec une super tolérance, en fait on rattrape la totalité du réglage avec des potentiomètres ajustables. D'accord? Et puis après, alors ça, on va continuer. Ça, c'est ma grosse résistance à ailettes. On voit des ailettes là. Et voilà. Et ça, c'est donc que je l'ai coupé.
et on voit à l'intérieur, il y a cette espèce, alors ils appellent ça sémenté. Alors je sais pas trop ce que c'est un gloubi-glouba, ouais, une sorte de céramique qui est plus ou moins résistante selon sa longueur, etc. Donc voilà. C'est un petit peu comme les résistances à couche en carbone dont on parlait tout à l'heure. En carbone, en voilà une, alors que je la mette dans le bon sens. Voilà. En voilà une. Donc ça, donc je l'ai coupé. Donc on voit bien, hein, marron, vert, rouge. Ça marche. Elle a une bague argent. Et ici, on voit bien le système qui permet, enfin où on a vu le fabricant là qui ajustait la valeur en rentrant plus ou moins le fil en fait. Alors c'est peut-être pas aussi flagrant que ça. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est pas extraordinaire mon truc. La lumière elle est pas. C'est mieux, ouais, c'est un peu mieux comme ça. Là on voit un peu mieux. Ah, là c'est bien. Voilà. Ouais, mais par contre il y a mon doigt qui est gros. C'est pas grave, on voit la partie intéressante à gauche. Voilà. Et donc ça, j'y ai été à la scie en fait, enfin, à la tronçonneuse, pour avoir ça. Le problème, c'est que la tronçonneuse, des fois, ça arrive et puis le composant, il part partout où il expose quoi. Donc pour en avoir une de propre, il faut faut en casser quelques-unes. Peut-être avec la Dremel, c'est plus facile. Ouais, mais j'ai pas de Dremel. Oui, bah voilà. Ça on voit bien là, ça c'est une couche carbone. Donc on voit bien la spirale. Oh, on a gratté la peinture. Donc on voit bien la spirale. Voilà. Alors attends, comment on la voit? Ouais, on la voit à peu près. Et à l'intérieur, on voit bien que c'est une sorte de porcelaine. Hein, donc c'est vraiment de la porcelaine avec dessus une petite couche de peinture carbone et enfin dessus de la vraie peinture plus les couleurs de bague. Ici ça c'est une bobinée. Donc là j'y étais à la lime et donc en faisant, et d'ailleurs c'est même pas la peine de passer la lime, on voit bien là que c'est du bobiné. Hein, la peinture on voit bien. Là, j'ai gratté et on voit en dessous, on voit bien que c'est du fil. La plupart du temps, celles-là, elles ont un accessoire. C'est une bague qu'on peut serrer et voilà, qui est là, qui est voilà, au-dessus. et on en fait une ajustable de puissance. Là, ici, ça s'en est une. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ça c'est de la peinture, ça. Bobiné avec le fil. C'est une bobinée extérieur. avec. Avec le fil extérieur là. Ouais. Là, un petit potentiomètre tout mignon, un multitour. C'est-à-dire que là, c'est pas tout à fait 360 degrés, c'est dans les 310, 320 degrés. Hein, ça fait pas un tour complet. Et là, c'est une multitour et je pense que c'est une 10 tours, ça. Soit 10 ou carrément 30. Ou 30 selon. Sur la longueur qu'il a, c'est 30. D'accord, bah voilà. Donc ça, c'est 1 kilo ohm. Et donc, on rentre plus ou moins. Donc ça, c'est un peu plus précis que celle-ci, en fait. Hein. Voilà, vachement plus précis. C'est beaucoup plus précis. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai là? Bah, rien de spécial. C'était pour vous montrer une résistance. Ça, c'est une petite valeur. Hein, donc, du coup, elle dissipe peu de puissance. Un huitième. Un huitième. Ça doit être un demi. Un quart. C'est un quart, ça? Ouais, un demi, je sais pas, j'en ai pas. Ça, c'est encore une résistance que j'ai cassée. Un watt. Une résistance que j'ai cassée. Alors, attends, comment on y arrive, là? Voilà, on y arrive, là, comme ça. Une résistance encore bobinée. Là, on voit bien le bobinage, le fil bobiné. Encore une bobinée. Ici, encore une
à couche carbone, donc avec là elle est complètement cassée, donc on voit bien la céramique, et une petite Un barreau de résistance. un barreau de petite résistance que j'ai récupéré dans un multimètre. Et donc ça, c'est les différentes valeurs de mon ampère-mètre. Hein, du fil plus ou moins gros et différents points pour les différents calibres. Voilà, donc ça vous permet comme ça d'avoir une idée de... Évidemment, pas de questions à l'examen dessus, hein, ça c'est évident. Mais voilà, comme ça vous savez de quoi on parle quand on parle de résistance. Sachant qu'il y a deux variétés de potentiomètres, il y a les linéaires et Ah voilà, après il y a des linéaires et des logarithmiques. Et il y a les pas de question antilogues. là-dessus, quand même. Il n'y a pas de question là-dessus. Non. Il y a aussi, je rajoute, une série de potards de haute qualité dont le curseur glisse sur une feuille d'une espèce de millard Ouais. et il ne n'use pas la couche de graphite. Ah oui, d'accord, donc ça, comme ça crachouille pas. Ah, ça crache pas et ça a une durée de vie des millions de fois plus qu'un potard ordinaire. Voilà, parce que mes petites résistances là, des fois bah, ça crache, on est obligé de mettre du dégrippant en fait dedans pour parce que ça s'est oxydé. C'est surtout que c'est de la piste bouffée. Hein. Ou la piste est bouffée, ouais. Ah, si la piste est bouffée, on peut- Ça c'est foutu là. Quand André, très souvent, il a des potards qui crachent. Laisse tomber, c'est la piste qui est bouffée. Hein. Mais ça, c'est pour les potentiomètres à piste de carbone, ceux qui sont bobinés, normalement. Ah, Bah, bah, ça doit pour ouais, ça moins, ouais, il y a moins de. c'est crache un peu moins, non? Ça crache un peu moins. Oui, mais c'est pas utilisé en audio, alors on s'en fout. C'est pour ajuster une tension, un courant, point. C'est vrai que c'est pas des potentiomètres. Ouais. Alors que là, on lui demande, en plus, il a des courbes linéaires, log ou anti-log. Alors déjà, ça c'est vraiment pour les montages back sandal, pour le réglage aigu grave. Ouais. Ou Parce que la les puissance. potentiomètres logarithmiques, c'est pour l'audio. Oui, C'est plutôt pour l'audio, ouais. Pour le volume en général. Ouais. Parce que la courbe de réponse de l'arrêt du mail, Elle est plutôt logarithmique. Exact. Donc, on en arrive. Bon, donc on a bien vu. La lampe, là, s'il te plaît. Ah ouais, on va couper la lampe. Avec mon voisin. On va couper la lampe. Merci, On la remettra merci. après. Je vois, ça y est, je vois. Donc on a vu que les résistances, elles existaient sous différentes Tu vas parler. puissances de dissipation qui vont être en fonction de la dimension du composant. Donc pour les résistances à fil, la plus petite, elle fait 1/8 de watt jusqu'à grosso modo 2 watts. Mais après, évidemment, ça peut aller plus si on met un radiateur. Mais pour les résistances à fil, les plus grosses, c'est 2 watts en standard. Et quand on est en CMS, alors là, c'est des tout petits. Ici, le 0,201, ça veut dire c'est 0,02 pouces multiplié par 0,01 pouces. Donc 2 centièmes de pouce sur 1 centième de pouce. On la cherche. Hein. Et celle-là, elle fait 1/20 de watt. Donc elle ne peut pas dissiper plus. De toute façon, elle est trop petite. Si on lui fait dissiper plus, bah, elle va péter. Hein. Elle va pas aimer. Ah, ça c'est instantané. Et donc, bah, certains peuvent être montés sur des radiateurs. Ça, on l'a déjà vu. Et évidemment, il faut éviter de dépasser cette puissance de dissipation maximum pour garantir la vie de la dite résistance. Alors, sur des pointes très rapides du style de la microseconde, on peut s'amuser à Faire vite, hein. mais microseconde, il faut aller vite. Hein. Non, mais je pense en particulier quand on démarre, par exemple, une alimentation. Il y a des courants d'appel qui sont très forts pendant une très courte durée. Et donc là, évidemment, si ça reste très
très court, la résistance peut dissiper cette puissance. Mais il ne faut pas que ça dure des heures. Hein, quelques millisecondes, quelques microsecondes, ça marche. Ça arrive dans les allumes à découpage principalement, mais dans les autres allumes linéaires, on n'a pas ce souci-là. Mais voilà, faut avoir ça en tête. Et donc il y a une question qui, au début que je l'ai vue, je me dis, mais de quoi on me parle? Une question d'examen où on vous présente ici une résistance qui fait 220 ohms, une tension, 6 volts, et on vous demande quelle est la puissance minimum de R. Donc en fait, là, c'est de calculer la puissance qui va être dissipée par la résistance. Donc là, on connaît maintenant nos formules, P égale U2 sur R, U2, donc 6 x 6, 36, divisé par 220, ça fait 164 milliwatts. Et évidemment, dans les réponses, il n'y a pas 164 milliwatts. Mais il va y avoir, par exemple, 100 milliwatts, ou 125 milliwatts, 150. et 250. Et évidemment, il ne faudra pas choisir 125. Oui, il ne faudra pas choisir 125 milliwatts. C'est pas suffisant. Il faut choisir une résistance qui permet de tenir le coup, et au moins 200, du coup c'est au moins 250 milliwatts, donc c'est la valeur juste au-dessus. Ah, c'est un peu le piège, ça. Parce que évidemment, une valeur plus importante marcherait aussi. Mais on vous demande la puissance minimum. Oui, puis ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, ça tient moins de place. Ça tient moins de place aussi. Enfin bon, en l'occurrence là, un huitième de watt, bon ça va. C'est pas des grosses, mais on pourrait imaginer des valeurs plus importantes. C'est assez subtil hein, comme question. Ah bah la première fois que j'ai vu cette question-là, je dis mais de quoi on me cause? Bah oui. Ça sent le piège, ça. Tu vois ça sent le piège. Ouais, ça sent le piège. Donc là, je vous présente différents des résistances variables qu'on a déjà vues là. Donc ici, vous avez soit des systèmes rotatifs comme ça, ou alors des systèmes linéaires comme ça. Ça, généralement, c'est plutôt logarithmique, mais il y a aussi du linéaire. Il y a les deux. Utilisé dans les tables de mixage. Voilà, dans les tables de mixage. Si c'est table de mixage, c'est du logarithmique. Ouais, mais si c'est de la lumière. Et si c'est de la lumière, c'est plutôt linéaire. Tout dépend ce qu'on fait avec. Ouais. Et puis l'autre entre les deux, là, le gros potard, ça c'est un potard de puissance. Ça. Ouais, parce que là derrière, il doit. Il y a quelques dizaines de watts. Là. Ouais. Il est quoi? Il est bobiné? Ouais, il est bobiné celui-là. C'est une céramique bobinée. Voilà, bon, c'est des photos récupérées sur internet, hein, donc il y a un peu de tout. Et c'est peut-être pas à l'échelle, c'est-à-dire que je connais pas la taille précise des trucs, mais je pense que c'est pas, tout au moins celui-là n'est pas à l'échelle par rapport à celui-là. Ben si, parce que regarde le diamètre de l'axe de fixation. Oui, remarque, oui, c'est à peu près. On doit avoir du 6 mm, 6,35. Ouais, c'est à peu près à la louche, ouais, c'est pas trop déconnant. Par contre, le linéaire, il est peut-être pas à l'échelle. Ah lui, si. Ah oui, non, pardon. Ouais, le linéaire, oui, il est peut-être beaucoup plus gros que celui-là. Enfin bon, voilà, on peut. Et puis après, ces résistances variables, en fait, j'ai deux sortes de montage. Soit comme cela, c'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai vraiment une résistance variable, je fais varier ma résistance, alors que là j'ai un pont diviseur. On va voir ça quand on va voir les montages des résistances. Et donc là, je choisis le niveau finalement, par exemple, de ma puissance audio. Ici, si je suis en haut, j'ai le maximum, si je suis vers le bas, j'en ai le minimum. On en passe maintenant à la loi des nœuds et des mailles. Alors, il n'y a quasiment pas de questions à l'examen, sauf autour de ce truc-là. Donc la loi des nœuds et des mailles en elle-même, elle est super complexe. Mais
Alors évidemment, on ne va pas voir en détail cette loi parce que c'est un truc, on y passe, on y passe notre vie. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la loi des nœuds et des mailles en courant continu. Maintenant, on fait des problèmes d'intelligence artificielle pour calculer les bouts d'intensité qui se baladent. Qui peuvent se balader un peu partout. Oui, c'est ça. Voilà. Là, on reste dans le courant continu, ce qui est simple. Mais sinon, cette loi des nœuds et des mailles, elle s'applique aussi aux courants alternatifs. Et les courants alternatifs, quand ils sont en plus déphasés. Alors là, c'est Le sac d'embrouille. Là, c'est un sac d'embrouille. Mais il faut à chaque fois se dire, n'oubliez pas, quand on est dans la loi des nœuds, c'est donc que l'on a un endroit où tous nos fils se raccordent. Et donc, comme le courant, ce sont des électrons qui se baladent, et que les électrons, c'est pas une génération spontanée, du coup, quand on regarde ce qui se passe dans un nœud, il y a autant de courant qui rentre dans un nœud que de courant qui en sort. Et la somme de tous les courants. Et donc la somme de tous les courants qui rentrent est égale à la somme de tous les courants qui sortent. Ou alors, autre manière de dire les choses, on dit que la somme algébrique des courants, parce que algébrique ça veut dire que je mets un signe à mon courant. Quand il rentre, on va dire que quand il rentre c'est un plus, quand il sort c'est un moins. Et donc la somme algébrique de mes courants, elle est nulle, puisque j'en ai autant qui rentrent que ceux qui sortent. Et ça, évidemment, dans mon système, là, j'ai pas mis nulle part une réserve de courant. Parce que après, je peux compliquer les choses en mettant un endroit où je mets une réserve de courant, un condensateur. Et là, ça devient un grand cirque. Mais ça marche. Enfin, la loi, elle marche toujours. Elle est plus complexe, mais elle marche toujours. Donc là, je vous ai mis Kirchhoff qui a travaillé justement sur ces courants électriques, 1847. Voilà, qui a mis au point cette loi des nœuds et des mailles. Et donc rien ne se perd, rien ne se crée, c'est pas Kirchhoff, c'est Lavoisier, mais qui ne parlait pas spécifiquement du courant. Il parlait de toutes les lois dans la nature où tout se transforme, rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il en a perdu la tête. Alors. Il en a perdu la tête. Allez, quick. Voilà. Moi, je ne savais pas de ça, Lavoisier. Si, il a été guillotiné si. à la terreur. Ouais, pendant la terreur. Il était né trop tôt. Il aurait dû naître un peu plus tard, comme ça il aurait été un peu plus tranquille. Par contre, j'ignore la raison de sa condamnation. Ah putain, mais de toute façon, j'ai l'impression que tout le monde... Il suffisait de traverser la rue au mauvais moment. Je sais pas, C'est le moment d'aller chercher du boulot en place. Voilà. Et donc, cette loi des nœuds et des mailles s'applique au courant, mais aussi aux tensions. Et la tension, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que, alors là, par exemple, j'ai une pile et une résistance, alors évidemment, quand je suis dans un système comme ça, la tension de la pile est égale à la tension de la résistance, on sent bien, et en sens inverse, puisque ici je fais le tour de ma maille, et ici j'ai une tension positive, mais après quand je passe à l'intérieur de ma résistance, ma tension devient négative. Je vais dans l'autre sens. Donc mes deux, on dit que la somme algébrique des tensions en une maille est nulle. Même chose. Ici c'est un peu plus complexe parce que j'ai ici un petit moteur et ici une résistance. Mais il n'empêche que si je passe la pile, puis après par le moteur, puis après par cette deuxième résistance, et bien encore une fois, la somme de mes tensions, la somme algébrique de mes tensions, va être nulle. Parce que j'ai autant de tensions positives, donc tensions générées par la pile, que de tensions qui vont être absorbées par mes charges.
Donc le moteur, les résistances. Voilà, donc c'est la même logique. Hein. L'application pratique de cette loi d'émail, c'est le pont de Wheatstone. Voilà, on reviendra dessus aussi la semaine prochaine. Ça, c'est un pont de Wheatstone qui n'est pas équilibré. Pourquoi ? Parce que ça devrait être 0. Parce que s'il est équilibré, ça devait être 0. Ouais. Là, il n'est pas équilibré. Parce que ici, j'ai 1 volt. Mais si je regarde ici, donc la manière dont j'ai calculé ici, enfin, où j'ai fixé mes résistances, ici, ça me donne des tensions. Donc ici, j'ai 6 ohms, donc ça me donne 3 volts. Alors déjà, j'ai 10 volts en tension d'alimentation de mon système. Donc j'ai 4 résistances. Ici, j'ai 3 volts, ici 7 volts, ici 6 volts, ici 4 volts. J'ai mis des valeurs de résistance. On verra ça la semaine prochaine pour expliquer comment j'arrive à cette répartition de tension. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que si je passe par là, donc j'ai 4 volts, puis après, si je retraverse comme ça entre là et là, j'ai 1 volt, mais comme je pars dans l'autre sens, je redescends d'1 volt, et ici, je reprends 7 volts, donc je fais 4 moins 1 plus 7 égale 10. Ici, 4 plus 6 égale 10. Ici, 3 plus 7 égale 10. Ici, 3 plus 1, je suis dans le bon sens, ça me fait 4 plus 6 égale 10. C'est le pont de Wheatstone. C'est con comme truc, mais ça marche bien. Bah ouais. Et après, on va complexifier, un peu complexifier le truc et faire en sorte ici que j'ai la même tension. Et là, il y a un truc particulier qui va se passer. Enfin, c'est un objet mathématique, c'est tout. Après, on s'amuse. Et puis là, c'est un truc simple, mais on peut s'amuser autant qu'on veut à... Voilà. On va rapidement parler des groupements de résistance, sachant qu'on va faire des exercices là-dessus la semaine prochaine. On va tout décortiquer, un groupement série, un groupement parallèle la semaine prochaine. Quand on dit parallèle, on peut dire aussi... Alors série, c'est que les résistances, elles sont l'une derrière l'autre. Parallèle, c'est qu'elles sont en parallèle justement, ou on appelle ça aussi en dérivation. Et donc, à chaque fois pour les groupements, on va appliquer les lois d'Ohm et de Joule, et puis la loi des nœuds et des mailles qu'on vient de voir, et on va déduire à chaque fois la résistance équivalente de l'ensemble, la répartition de la tension sur chacune des résistances, la répartition de l'intensité dans chacune des résistances, et la puissance dissipée dans les résistances, sur chacune des résistances. Et puis il y a un cas particulier où on a des résistances de valeur identique en série ou en parallèle. On commence par le série. Quand on a 2 résistances en série, et plus, hein, là on le fait pour 2, mais on peut imaginer en avoir une infinité, ça marche toujours pareil. Quand on a 2 résistances, la résistance équivalente, c'est la somme des 2 résistances. Plus on met de résistance, plus ça va résister. C'est tout bête ça, mais ça marche bien. Donc la résistance équivalente, là, c'est R1 plus R2. L'intensité, c'est facile aussi. L'intensité, là, c'est ma loi des nœuds et des mailles. Enfin, tout au moins ma loi des nœuds. J'ai pas ici, le courant, il ne peut pas s'échapper. Donc, ce qui rentre ici dans la résistance 1 va nécessairement sortir à la résistance 2. Même chemin. C'est le même chemin, donc le courant, il ne va pas pouvoir partir. Et donc, j'ai la même intensité partout, dans mes 2 résistances. Et dans les fils qui relient mes résistances. Ça, c'est facile.
Un peu plus compliqué, c'est la tension, qui est la répartition de tension. En fait, la répartition de tension, c'est quoi? La tension, c'est, on a dit, U égale R multiplié par I. D'accord? I est constant. Donc ma résistance, enfin c'est ma résistance qui va déterminer la valeur et la répartition de la tension sur mes différentes résistances. Donc ma tension, elle est proportionnelle à la valeur des résistances. Si j'ai R1 qui est 2 fois plus importante que R2, la tension sur R1 sera 2 fois plus importante que la tension sur R2. Là, j'ai pris un exemple simple, mais sinon on fait un prorata, enfin on calcule la somme et on fait un prorata. Et donc là, par exemple, je vais dire que la tension sur R1, c'est la tension totale multipliée par la valeur de R1 divisée par la résistance totale. C'est mon prorata des résistances. Et ma puissance, P égale 8, ma tension est proportionnelle aux résistances, donc ma puissance est proportionnelle aux résistances. Donc dans un groupement série, c'est la résistance la plus forte qui va dissiper le plus de chaleur, parce qu'elle aura la tension la plus forte. Oui, étant donné que le courant reste le même. Comme le courant reste le même. Bien sûr. En fonction du temps, c'est W égale R de T. Oui. Si j'ai des valeurs identiques de résistance, par exemple des résistances de 1 kΩ, si j'ai 5 résistances de 1 kΩ les unes derrière les autres, bah, ça va me faire 5 fois 1 égale 5 kΩ. La tension sur chacune des résistances, bah, c'est la tension totale divisée par le nombre de résistances. Bien sûr. L'intensité, bah, toujours la même. Et la puissance, bah, c'est la puissance totale divisée par le nombre de résistances. Ça, c'est facile. On va continuer avec les valeurs identiques, mais en parallèle. C'est le plus simple. Quand on a plusieurs résistances comme ça en parallèle. La résistance totale, c'est une résistance individuelle divisée par le nombre de résistances. Puisque plus j'ai de résistance en parallèle, moins ça résiste. La tension, elle est toujours la même, quel que soit le nombre de résistances. Ma tension, elle est pareille sur toutes mes résistances. Et l'intensité, bah, c'est l'intensité totale divisée par le nombre de résistances. Et ma puissance, bah, c'est ma puissance totale divisée par le nombre de résistances. Donc ma valeur là, le calcul est le même que dans le cas de de ma résistance identique en série. En revanche, les intensités des tensions ne sont pas pareilles. Résistance, c'est pareil. Enfin, sinon c'est multiplié alors que là c'est divisé. Et le dernier truc, le plus compliqué pour la fin, donc c'est deux résistances de valeurs différentes. Et là c'est un petit peu tordu, en fait, il faut raisonner en termes de conductance. On en avait parlé un peu la semaine dernière. La conductance, c'est l'inverse de la résistance. C'est le fait qu'une résistance ne résiste pas mais conduit. Et donc quand je suis dans ce cas-là, en fait, ce que j'ai, c'est que je peux plutôt raisonner sous forme de conductance. C'est-à-dire que la conductance totale, c'est la somme des conductances. Et c'est pour ça qu'on a cette formule un peu compliquée là. R, la résistance totale, c'est l'inverse de la somme des inverses. Ah oui. Parce qu'en fait, on part de la formule 1 sur RT Voilà. égale 1 sur R1 plus 1 Ouais, sur exactement. R2 Ouais. plus 1 sur R2. Et ainsi de suite.
Donc là, il y a toute la démonstration dans le cours. On va pas revenir dessus parce que ça n'amène à rien. Mais retenez une chose, si vous avez un nombre important de résistances, c'est la formule générale qu'il va falloir utiliser. Donc, l'inverse de la somme des inverses. On fera des calculs la semaine prochaine, vous affolez pas. Donc, vous tapez 1 divisé par... On peut aussi les prendre par groupe, par deux. Ah oui, mais d'accord, mais mais ça complexifie. Ouais, enfin, si on veut pas se taper la formule générale. Si on veut pas se taper la formule générale, mais voilà. Mais la formule de départ était quand même plus simple, tu trouves pas? 1 sur RT, Bah, 1 sur R1 plus 1 sur R2. Oui, mais ça revient au même. Quand tu fais me souviens, on avait eu ça le jour de la licence, il suffisait de prendre ta calculette. Oui, et puis tu y arrives, oui. Ah oui, la calculette, elle le fait très bien. Hein. Oui. De tête, c'est plus compliqué. Oui. À deux têtes, non. Absolument. Et sinon, il y a une formule assez simple quand on a 2 résistances, mais ça, encore une fois, ça ne marche qu'avec 2 résistances. Et ce que l'on fait, c'est ce que moi j'appelle produit sur somme. Donc je fais la multiplication des 2 valeurs et je divise par la somme des 2 valeurs. En fait, c'est exactement cette formule-là, mais arrangée différemment. Et donc c'est produit, je fais ce qu'on appelle produit sur somme. Donc la multiplication des 2 valeurs divisée par la somme des 2 valeurs. Autre manière de voir les choses, c'est que la conductance équivalente est égale à la somme des conductances quand je ne raisonne pas en résistance mais en conductance. Est-ce qu'on ne parle pas d'admittance aussi, non? Alors ça, c'est pour les impédances. Ah d'accord. Ils sont termes. La tension, elle est constante. J'ai toujours la même tension sur mes 2 résistances. Et mon intensité, alors là c'est très tordu, l'intensité, elle va être la plus élevée dans la résistance la plus petite. Donc c'est inversement proportionnel. C'est-à-dire que là, dans ma formule, donc l'intensité dans R1, c'est l'intensité totale, multipliée par la résistance totale, divisée par R1. Pourquoi? C'est que ma résistance totale, elle est toujours plus petite que la plus petite de ces résistances. C'est normal. C'est parce que ma conductance totale, elle est plus élevée que la somme de mes conductances. Une fois qu'on a compris la philosophie du truc, c'est assez facile. Enfin, assez facile. On y arrive. Donc on verra tous ces exercices-là la semaine prochaine et on va utiliser la calculette qu'on n'a pas utilisée ce soir. Donc voilà pour la partie cours. On va voir maintenant la partie résumé et la manip de la soirée. Donc le résumé de ce chapitre 1, deuxième partie, où on a parlé du code couleur des résistances. Donc il y a systématiquement 2 questions à l'examen dans la partie technique. Donc ne pas louper ce code couleur. Je rappelle ici la phrase, le code couleur et le chiffre qui correspond à chacune des lettres. L'idée ici, c'est qu'on a une résistance et on a un code couleur qui permet de déterminer la valeur de la résistance. Et évidemment, on va vous présenter des résistances avec des valeurs, enfin des couleurs, qui vont être rappelées quand même sur la question. Et donc, on va il va falloir trouver la valeur de la résistance. Voilà, donc premier, il y a 2 chiffres significatifs. Les 2 premières bagues sont des chiffres significatifs. La 3e bague, c'est le nombre de zéros qui suit les 2 chiffres significatifs. Donc en l'occurrence, là, c'est une résistance qui fait 10 kΩ. Hein, 10 puissance 3.
puisque c'est marron, noir, orange. Alors l'orange, je suis d'accord, il n'est pas très beau mon orange. Il n'est pas très beau, je suis d'accord. Mais bon, c'est comme ça. On te fait confiance. Mais je pense que c'est surtout le vidéoprojecteur qui déforme les couleurs, parce que moi sur mon PDF, sur le il rouge, est beaucoup ça plus passe beau. Pas, rouge-orange, ça passe pas. Ouais. Enfin, paraît-il. Oui. Mais la valeur 1K, ça tombe Rapide, quasiment ouais. chaque session. Hein, Ouais, ça, ouais. C'est peut-être la valeur la plus courante, Ouais, sous 5 volts entre autres, ouais. qu'on Bon. utilise. Quoi. Ouais. Donc voilà, donc apprenez la phrase et les chiffres qui est en face, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est des points, c'est deux points assurés, et c'est dommage de passer à côté. Loi des nœuds et des pailles, rapidement. Alors, il y a peu de questions sur la loi des mailles, mais par contre, il y en a quelques-unes, très peu, sur la loi des nœuds, où en fait, qu'est-ce que c'est que cette loi? C'est de dire tous les courants qui arrivent dans un nœud, donc l'endroit où se réunissent tous les fils d'un circuit, il y a autant de courants qui rentrent dans le nœud que de courants qui en sortent. Et la loi des mailles, c'est un peu équivalent, c'est-à-dire que la tension générée par une pile, par exemple, par une source, est égale à la tension qui a été absorbée par toutes les charges. Ça marche bien. Peu de questions sur cette loi des mailles, mais par contre, il faut l'avoir en tête parce qu'elle va nous être utile quelquefois. Le groupement série, donc ce qu'il faut connaître à chaque fois, alors dans chaque groupement, il va falloir connaître la résistance équivalente, répartition de tension, de l'intensité, de la puissance. Pour des valeurs standards, au hasard, et pour des valeurs identiques. Donc quand je suis en série, c'est la résistance équivalente, c'est la somme des résistances. L'intensité, on va commencer par le plus simple, l'intensité elle est identique dans toutes les parties du circuit, puisque j'ai pas de nœud, donc le courant ne peut pas s'échapper. Et ma tension, elle est proportionnelle à la résistance, ça c'est ma loi d'Ohm. Ma loi d'Ohm, elle me dit que la tension est égale à la résistance multipliée par l'intensité. L'intensité, elle est identique. Donc, la seule chose qui varie, c'est ma résistance. Et donc, du coup, la tension est proportionnelle à la résistance. Et la puissance étant la tension multipliée par l'intensité, la tension étant proportionnelle à la résistance, du coup la puissance est aussi proportionnelle à la résistance. Quand j'ai des résistances de même valeur, eh bien c'est la valeur de la résistance multipliée par le nombre de résistances. L'intensité c'est toujours la même. La puissance, c'est la puissance totale divisée par le nombre de résistances, puisqu'elles vont dissiper la même puissance chacune, elles ont les mêmes valeurs. Et la tension, c'est la tension totale divisée par le nombre de résistances. Quand je suis en parallèle, donc encore une fois deux formules, soit la formule générale qui est ici, qui s'appelle donc, qu'on va voir des exemples la semaine prochaine. Et donc on dit qu'on fait l'inverse de la somme des inverses. C'est très tordu, mais C'est nerveux. mais une fois qu'on a ça dans la tête, c'est plus facile. Ou alors si on a deux valeurs, deux résistances et uniquement deux résistances, on fait le produit, donc R1 multiplié par R2 divisé par R1 plus R2. La tension, elle est la même sur mes deux résistances,
donc la tension est identique. En revanche, l'intensité, elle, c'est dans la plus petite des résistances que va passer le plus d'intensité. Et donc on va dire que l'intensité est inversement proportionnelle aux résistances. Et de ce fait, la puissance, elle est aussi répartie au prorata inverse des résistances. Puisque ma tension, elle est toujours la même. P égale 8. L'intensité est la plus élevée dans la résistance la plus petite. Donc c'est elle qui va dissiper le plus de résistance. De puissance. Alors que dans mon circuit série, c'était l'inverse. C'était la plus grosse des résistances qui dissipait le plus de puissance. Les groupements identiques, donc par exemple 3 résistances, donc ma résistance équivalente, c'est la résistance divisée par le nombre de résistances. La tension, elle est identique. L'intensité, c'est l'intensité totale divisée par le nombre de résistances. Et la puissance aussi, la puissance totale divisée par le nombre de résistances. Dans quel cas on peut trouver des combinaisons comme ça, aussi tarabiscotées? Ah, dans la vraie vie, jamais. C'est ça. Faut quand même l'inventer. Des circuits d'ohm-mètre. Ouais, non, mais c'est des trucs très particuliers. Et puis l'équilibrage du galvano. Ouais, mais enfin bon, encore une fois, c'est des cas exceptionnels, mais sinon, dans la vraie vie, tu trouveras. Alors, moi, je me rappelle un petit problème qu'on se posait. Ah oui, ça, c'est la semaine prochaine, ça. Ah, d'accord. Je l'ai. La semaine prochaine. Donc là, valeur de la résistance, voilà, alors, marron, noir, noir, marron 1, noir 0, noir 0. Ça fait 10. 10. 0, 0, il n'y en a pas. Oui. Donc c'est 10 ohms. Et évidemment, il y a le centome pour ceux qui sautent à bras raccourcis dessus. La puissance minimum, c'est ma question tordue là. Donc c'est 12 x 12, 144. 144 divisé par 33. Je ne sais pas combien ça fait. Ça, alors, 144 divisé par 33 égale, il me dit 48 onzièmes. C'est pas ça que je veux. Je l'ai mal configuré, ma calculette. 4,36. Ouais. Toc. Ouais, donc je pense que c'est plutôt 5 qui doit être la valeur tout de suite au-dessus, parce qu'à un chouille près là. Donc ça va être 5 watts, et là l'intensité, donc j'ai 1 ampère qui rentre, 1 ampère 5 qui sort. Quelle est l'intensité ici? C'est 0,5. Ça, c'est assez... voilà, c'est des questions assez simples. La question la plus tordue étant celle-là. Voilà, pas de remarque particulière. Si juste un truc, si vous utilisez une résistance de 5 watts pour dissiper 4,36 watts, pas sûr qu'elle dure très longtemps. C'est limite. Voilà. Mais il faut répondre 5 watts. Mais il faut répondre 5 watts. Si on est précautionneux et qu'on ne veut pas avoir de problème, on mettra une 10 watts. Enfin, tout au moins dans des appareils du style normes militaires ou tout ça, où là ils prennent aucun risque, ils vont mettre une 10 watts. Un joli coefficient. Voilà, ils prennent un coefficient de sécurité. Plus que le double. Petite, voilà, petit amusement de la soirée. Alors désolé pour les yeux Les deux coupables. Des deux coupables, là. Hop. Alors, hop. Voilà, hop. Alors.
Donc je vous ai ramené un petit montage. Alors déjà j'ai mis 2 résistances là, dont on va essayer de déterminer la valeur. Déjà visuellement, et après vérifier ça par la mesure. Alors elles sont où? Les voilà. Hop. Alors je vais essayer de zoomer. Alors, hop. Alors si ça veut bien rester là, ça, rester en face. Alors évidemment je suis tordu parce que j'en ai mis une dans un sens et l'autre dans l'autre. Ça c'est pour tromper l'adversaire. Alors la première résistance ici. Donc ça me semble un marron, noir, orange. Je sais pas ce que vous en pensez. Que j'ai bien. Rien, hein. T'en pensez rien? Ah non, je vois pas les couleurs. Ah ouais. Celle en haut à droite. Ouais, celle-là, là. Je pense que c'est marron, noir, orange. Donc ça ferait 1, 0 et 3. Donc ça ferait 10 kOhms. Et celle-ci, qui se lit donc dans l'autre sens. Mais je pense que le fabricant a foutu une couleur merdique qui a un peu disparu avec le temps. Il a beau se mettre le nez dessus. Et là, j'avoue, Il faut l'avoir regardé là. on va utiliser, alors rouge c'est certain, à la suite, là j'ai un peu de mal. Hein. Voilà, donc le mieux quand même, C'est de les mesurer. c'est de la mesurer. Et donc je vais me mettre en ohmmètre, je vais remonter ma webcam et refaire le réglage. Là du coup c'est un peu flou dans le sens. Voilà. Pas monter assez haut. Ça reste raisonnable. Allons-y. Donc je suis en ohmmètre. Donc je mesure. La première ici. Voilà, 10,34. Bon, elle n'est pas trop... Pour une 20%, ah non, c'est pas une 20%, elle est... Je pense qu'elle est dorée. Donc c'est une 5%. C'est pas trop mauvais. Et la deuxième, surprise. Alors Pépère, là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, 6,8. Donc là, on est complètement dans les choux. Ou alors c'était qu'elle elle devait peut-être se lire dans le même sens. Là, je sais pas. J'ai un peu de mal à savoir. Donc voilà, c'est pas aussi évident que ça, le code couleur des résistances. Quand je vous disais qu'il suffisait de regarder la couleur, voilà. Celle-là, c'était pas extraordinaire. Donc voilà. Donc ça me fait 6, 8 et 10. Et évidemment, quand je mesure la totalité, 17,4. bah, ça me fait, alors j'avais 10,4 et 6,8. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait 17,3, enfin, aux erreurs près, et du multimètre et La tolérance. de la tolérance du multimètre aussi. Hein. Oh, il est quand même un peu plus finot que les résistances. Bah, peut-être, mais enfin normalement l'addition ça doit marcher pile poil. Hein. Ah bah oui. Voilà. Donc ça c'est pour la valeur de mes résistances. Maintenant, je vais mettre ma pipille. Elle est où ma pipille? Là voilà. Je mets ma pile et je vais vérifier que la répartition de ma tension elle est bien proportionnelle à la valeur de mes résistances.
Donc maintenant que j'ai mis ma pile, je fais attention de changer le calibre, je me mets en voltmètre parce que sinon mon système ne va pas aimer. Je mesure ma tension ici, 8 volts 72, ouais, ma pile est un peu secouée là, parce que normalement elle devrait m'indiquer un tout petit peu plus que 9 volts. Voilà, donc elle est un peu vieille, un peu vieillissante. Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. Voilà, elle va partir à la retraite. Donc ça c'est mon... D'ailleurs, si je mesure sur ma pile, c'est exactement pareil. Hein. Ouais. Heureusement. Bah oui, ça Sinon, j'ai mon fil qui me poserait problème. Alors pourquoi il s'est resté coincé celui-là? Je n'ai pas dit. Et maintenant, ben, je mesure ici sur ma résistance de 10 kilo ohms, enfin 10,4. Et là, j'ai 5,26. Alors, si je fais donc... alors c'était combien? C'était 8,7, on va dire 8,7 volts, que je multiplie par la valeur de ma résistance, c'est-à-dire 10,4 divisé par la somme, c'est-à-dire 17,2, je ferme ma parenthèse, exé. Oh ouais, bah évidemment, il me le met en... Qu'est-ce que j'ai demandé, moi? Et tout. Moi, je voulais des chiffres. Mode. Hein? Exé. Alors, on recommence. Sinon, je vais réutiliser ma vieille calculette pour trouver... alors, merde, c'est pas 7. Méfie-toi de la pile. Ouais, 8,7 multiplié par, j'ouvre ma parenthèse, 10,4 divisé par 17,2. Je ferme ma parenthèse, exé. Oh merde. Pourquoi il veut ça? Bon, il m'a donné une fraction. 5,26, c'est ce que tu trouves sur la résistance. Ça fait chier ces trucs-là. Je fous. Allez, une vieille calculette. Allez, 8,7 de multiplié par, j'ouvre ma parenthèse, 10,4 divisé par 17,2. Je ferme ma parenthèse, exé. Alors, 5 volts 26. 5 volts 26 et là j'ai 5 volts 25. Pas mal. Pas mal, hein? Pas mal. Moi, il y a longtemps que j'avais trouvé avec ma calculette. Bah ouais, mais bon, moi j'ai un truc à roulette là qui me donne des valeurs, on n'en a rien à foutre des fractions. Putain. Bon, c'est pas grave. On a réussi la manip du vendredi soir, c'est déjà bien. On est content. Je reviens sur mon PDF. Et donc bah voilà. On a tout mesuré au voltmètre, ma loi des nœuds et des mailles. On est content. Et on a donc fini ce cours. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.